j'ai versé le vin empoisonné dans son verre avec la précision d'un chirurgien, en la regardant sourire comme si les 25 ans d'absence n'avaient été qu'un caprice d'enfant. À notre réunion, maman, ai-je murmuré, et elle a trinqué sans savoir que ce toast scellait son propre enterrement. Mais avant de la voir convulser sur le tapis perçant de son appartement haussmannien, je dois vous raconter comment une clé oubliée dans une serrure a transformé un gamin de 15 ans en fantôme des rues de Paris, et comment ce fantôme est revenu pour hanter les vivants. Paris, été 2000. L'air était lourd d'odeur de bitume chauffé et de croissants brûlés par les boulangers pressés. J'avais 15 ans, et ma vie tenait encore dans un sac à dos rempli de BD usés et d'un vieux Walkman qui crachotait du rock français des années 80. On habitait un 2 pièces étriqué dans le 18e arrondissement, près de Montmartre, là où les touristes se pressent pour photographier la misère pittoresque. Mon père, un employé de banque aux épaules voûtées par les heures supplémentaires, rentrait chaque soir avec l'odeur de papier et de regret. Ma mère, elle, était une fleur fanée, une ancienne prof de littérature qui avait troqué ses rêves de salon parisien contre des factures impayées et des disputes murmurées dans la cuisine. Ce soir-là, tout a basculé comme un domino mal fichu. J'étais rentré du lycée, les poches vides après avoir claqué mes derniers francs en bonbons chez l'épicier du coin. La porte de l'appartement était entr'ouverte, ce qui n'était pas normal au papa verrouillait toujours 3 fois, par peur des cambrioleurs imaginaires. À l'intérieur, des cartons empilés comme des tours de Babel prêtes à s'effondrer. Maman fourrageait dans l'armoire, jetant des vêtements dans un sac poubelle noir. Papa, assis sur le canapé défoncé, fumait une gauloise en fixant le vide, ses yeux rougis par quelque chose qui ressemblait à de la honte. « Qu'est-ce qui se passe » ai-je demandé, la voix qui tremblait déjà, comme si mon corps savait avant mon cerveau. Maman s'est redressée, un foulard en soie autour du cou, celui qu'elle portait pour les sorties importantes. « On part, Julien. Ton père a trouvé un poste à Lyon. Une promotion. On recommence tout. Lyon. À des heures de train, loin de mes potes, de l'école, de cette ville qui, malgré ses odeurs de pisse et ses rats dans le métro, était la mienne. Et moi, ai-je balbutié, sentant la panique monter comme une marée acide dans ma gorge. Papa a écrasé sa cigarette dans un cendrier débordant. Tu restes ici. Chez Tata Louise, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Après, on verra. Tata Louise. La sœur de maman, cette harpie qui vivait à Marseille et qui nous appelait une fois l'an pour se plaindre de son arthrite? J'ai éclaté de rire, un rire nerveux, hystérique. C'est une blague, hein? Vous partez sans moi. Maman a détourné le regard, tripotant son alliance comme si c'était une menotte. C'est pour ton bien, chérie. Tu es grand maintenant. Tu as tes études. On ne peut pas tout bouleverser pour. Pour moi, ai-je hurlé, les poings serrés jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans les paumes. Vous me jetez comme un vieux meuble? Papa s'est levé, maladroit, et m'a posé une main sur l'épaule ou une main lourde, moite. C'est temporaire, fiston. On t'enverra de l'argent. Appelle-nous sur le fixe de Tata. Mais il n'y avait pas de fixe chez Tata Louise, et ils le savaient. Ils le savaient tous les deux. J'ai vu le mensonge dans leurs yeux, ce voile terne qui dit on s'en fout, tant qu'on est tranquille. Ils ont fini de boucler les cartons en silence, moi prostré dans un coin, les larmes coulant sans bruit. À minuit, ils sont partis. La porte a claqué, et avec elle, le monde que je connaissais. Le lendemain, j'ai attendu Tata Louise. Elle n'est pas venue. J'ai appelé le numéro de la maison au déconnecté. Le portable de maman a changé, ou éteint. Rien. Zéro. J'étais seul dans un appartement vide, avec pour tout mobilier un matelas nu et une télé qui grésillait des pubs pour des aspirateurs que personne n'achèterait. Les premiers jours, j'ai survécu sur les restes du frigo, du fromage moisi, des yaourts périmés. J'ai séché l'école, errant dans les rues de Pigalle, évitant les regards des flics qui flairent les fugueurs à des kilomètres. La faim est venue vite, une bête qui griffe l'estomac et brouille la vue. J'ai mendié mes premiers euros devant le Sacré-Cœur, les touristes jetant des pièces par pitié, me prenant pour un gosse des rues photogéniques. Tiens, petit, achète-toi un pain. Un pain. Comme si c'était ça, la solution. La nuit, je dormais dans les couloirs du métro, lové contre les grilles froides, le bruit des trains comme un lullaby infernal. Les odeurs aux sueurs rances, urine, métal rouillé s'infiltraient dans mes pores. J'ai appris vite, ne pas faire confiance au sourire des passants, surtout ceux qui proposent un coup de main. Un soir,
un type bedonnant m'a offert un sandwich contre une petite compagnie. J'ai vomi le sandwich dans une poubelle, et avec lui, les derniers lambeaux d'innocence. Les mois ont passé en un brouillard de survie. J'ai volé des fruits au marché d'Aligre, esquivé les vigiles des supermarchés. Mon corps s'est durci, ma peau noircie par le soleil et la crasse. À 16 ans, j'ai falsifié un justificatif pour un job de livreur des pizzas tièdes livrées à des bourgeois qui ne regardent pas en face. L'argent rentrait au compte-gouttes, juste assez pour un lit en auberge de jeunesse une fois par semaine. Le reste du temps, c'était les bancs publics, les parcs, les abris de fortune sous les ponts. Mais la rage grandissait comme une tumeur. Chaque nuit, je revoyais leur visage, le sourire forcé de maman, le haussement d'épaule de papa. Pourquoi? Pourquoi moi? Étais-je le boulet, le rappel vivant de leurs échecs? J'ai fouillé dans mes souvenirs, ces fragments épars comme des éclats de verre. Maman, qui lisait Balzac à voix haute mais qui haïssait sa propre vie terne. Papa, obsédé par l'ascension sociale, comptant chaque centime comme un ennemi. Moi, Julien, l'enfant inattendu, le bébé surprise qui avait ruiné leur plan de jeunesse dorée. Un soir d'hiver 2001, sous la pluie battante de la place de la Concorde, j'ai craqué. J'ai hurlé dans le vide, les passants s'écartant comme d'une lépreuse. Bande de salauds! Vous m'avez tué! Un SDF bourru, un vieux avec une barbe comme du lichen, m'a tendu une bouteille de vin bon marché. Bois, gamin. Ça anesthésie les fantômes. J'ai bu, et avec l'alcool, les plombs ont germé, un jour, je les retrouverai. Pas pour pardonner. Pour détruire. Les années suivantes ont été une forge impitoyable. À 17 ans, j'ai atterri dans un foyer pour jeunes en rupture, un taudis gouvernemental près de la porte de Clignancourt. Là, j'ai appris à lire les failles des autres, à manipuler les assistantes sociales pour un peu plus de thunes. J'ai décroché mon bac en candidat libre, mordant dans les livres comme un affamé. L'université? Un mirage. J'ai bossé comme serveur dans un bistrot de Belleville, servant des escargots à des snobs qui typaient mal. Chaque pourboire était une brique dans mon mur de vengeance. À 20 ans, j'avais un petit studio dans le 20e, un taudis au mur lézardé, mais à moi. J'ai gravi les échelons, vigile dans une boîte de nuit, puis agent immobilier pour des proprios véreux. J'apprenais le pouvoir au celui de l'argent, des connexions, des secrets. Paris, cette salope aux 1000 visages, m'avait mâché et recraché, mes gens ressortaient plus affûtés, un couteau dans la manche. Pourtant, la nuit, les cauchemars revenaient, des portes qui claquent, des numéros qui sonnent dans le vide. J'ai engagé un détective privé, un ex-flic aux dettes de jeu, pour les traquer. 100 € par semaine, payés en cash. Les rapports arrivaient par la poste, ils vivaient à Lyon, dans un pavillon cossu du quartier de la Pardieu. Papa promu directeur adjoint, maman prof à mi-temps dans un lycée chic. Une sœur? Non, juste deux, voyageant en Croatie l'été, dînant dans des restos étoilés. Pas un mot de moi. Pas une ligne. La haine s'est cristallisée, dure comme du diamant. Je n'étais plus Julien le gamin perdu. J'étais Julien le chasseur, patient, impitoyable. Et puis, en 2025, 25 ans pile après leur fuite, le destin ou le diable a frappé à ma porte. C'était un mardi de juin, l'air de Paris chargé de pollen et de promesses factices. J'avais 39 ans maintenant, un costume taillé sur mesure qui masquait les cicatrices invisibles, et un poste de consultant en fusion-acquisition chez une firme du boulevard Haussmann. Les clients me craignaient, j'avais l'œil pour les faiblesses, le talent pour disséquer les empires comme un anatomiste. Mon bureau offrait une vue sur les toits incés, et chaque matin, je sirotais un café noir en imaginant le jour où je ferais imploser le leur. Le détective m'avait envoyé un dernier rapport 3 mois plus tôt, maman avait pris sa retraite anticipée, un cancer en stade précoce rien de fatal, juste assez pour la ralentir. Papa, lui, avait été muté à Paris, dans une succursale de sa banque, quartier latin. Ils avaient racheté un appartement dans le 7e, près des Invalides, l'ironie d'un retour aux sources, 25 ans après m'avoir abandonné comme un colis piégé. Je n'avais pas bougé. Pas encore. La vengeance, c'est comme un vin millésimé, il faut attendre le bon millésime. Mais ce mardi, mon téléphone a sonné à un numéro inconnu, préfixe lyonnais. J'ai décroché, la voix neutre, professionnelle. Allô? Julien? C'est maman. Le monde s'est figé. Sa voix,
Ce timbre doux amer que j'entendais dans mes rêves maudits, flottait dans l'air comme un poison gazeux. J'ai fermé les yeux, comptant jusqu'à 10 pour ne pas hurler. Maman? Première nouvelle depuis un quart de siècle. Qu'est-ce qui t'amène? Un silence, puis un sanglot étouffé. Oh, mon chéri. Je sais tout. Le détective que tu as engagé. Il m'a contacté. Par erreur, ou par pitié, je ne sais pas. Mais je suis là, maintenant. À Paris. On peut se voir? S'il te plaît. Le détective. Ce traître aux épaules tombantes. J'aurais pu le briser, mais non, c'était le cadeau empoisonné dont j'avais besoin. Bien sûr, ai-je répondu, un sourire carnassier aux lèvres. Demain soir, chez moi. Invalide, tu connais? Elle a accepté, voix tremblante. J'ai raccroché, et la machine s'est enclenchée. Ce soir-là, dans mon appartement minimaliste du Marais, meuble en acier, livres alignés comme des soldats, j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux, mais je n'ai pas bu. J'ai sorti le dossier, photos volées, relevés bancaires, secrets glanés au fil des ans. Maman avait eu une liaison, il y a 20 ans, avec un collègue, rien de grave, mais papa l'avait appris, et ça avait précipité leur départ. Moi? J'étais le dommage collatéral, le poids mort à larguer pour sauver leur mariage bancal. Le lendemain, elle est arrivée à 19h précise, une silhouette frêle enveloppée dans un manteau Burberry S, les cheveux grisonnants coupés courts, le visage marqué par les rides d'une vie trop sage. Elle portait un bouquet de lys ironique, ses fleurs de deuil déguisées en paix. J'ai ouvert la porte, et là, dans le vestibule lambrissé, nos regards se sont croisés. Julien. Elle a tendu les bras, mais je suis resté figé, les mains dans les poches. Entre, maman. Le vin est au frais. On s'est assis dans le salon, face à face sur des fauteuils IMS qui grinçaient sous le poids des non-dits. Elle a commencé par les excuses, un torrent verbeux, littéraire où elle n'avait pas perdu ses habitudes de prof. C'était une période noire, chérie. Ton père. L'entreprise le rongeait. On se disputait sans fin. Et toi, tu grandissais si vite, si indépendant. On pensait que te laisser 1 an ou 2. 1 an ou 2, ai-je interrompu, la voix calme, mais avec cette lame sous le velours. 25 ans, maman. 25 ans de coups de fil sans réponse, de lettres renvoyées, d'un gamin qui dort sous les ponts parce que ses parents ont pensé et qu'il s'en sortirait. Ses yeux se sont emplis de larmes, ces larmes faciles des coupables repentis. Je sais. J'ai cherché, au début. Mais le numéro. On l'avait changé pour des raisons de sécurité, après une menace au boulot de ton père. Et puis, la vie. Lyon, la routine. On a eu peur de te revoir, de voir ce qu'on avait fait. Peur. Le mot a claqué comme un fouet. J'ai servi le vin à un Châteauneuf du Pape corsé, et on a trinqué à la famille. Elle buvait en petites gorgées, racontant sa vie, la retraite, le cancer qui l'avait forcé à ralentir, papa qui travaillait encore, usé mais fidèle. Il veut te voir aussi. Demain? Chez nous, un dîner. J'ai hoché la tête, feignant l'émotion. À l'intérieur, c'était un volcan, la rage, oui, mais aussi une curiosité malsaine, ce besoin de disséquer leur culpabilité comme un spécimen sous verre. Elle est partie à 22h, m'embrassant sur la joue à un baiser froid, sentant le regret et le Chanel numéro 5. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai arpenté le parquet ciré, repensant aux rues. Aux hivers où le froid mordait jusqu'aux os, aux étés où la chaleur collait la crasse à la peau. À cette fois, à 18 ans, où j'ai failli me jeter dans la Seine, les lumières de Notre-Dame dansant sur l'eau noire comme des sirènes moqueuses. Qu'est-ce qui m'avait retenu? La vengeance. Cette braise qui refusait de s'éteindre. Le dîner chez eux, le lendemain, était une comédie bien rodée. Leur appartement du 7e, moulure haussmannienne, tableaux provençaux, une cuisine ouverte où papa touillait une blanquette de veau avec l'application d'un chef étoilé. Il avait vieilli mal aux bedaines proéminentes, calvitie luisante, mais ses yeux fuyants, étaient les mêmes. Fiston, a-t-il dit en m'étreignant, une accolade raide comme un protocole diplomatique. On a mangé en silence au début, le tic-tac d'une pendule comtoise comme un compte à rebours. Puis les questions ont fusé, que deviens-tu? Une femme? Des enfants? J'ai répondu par monosyllabes, esquivant, contre-attaquant avec des souvenirs édulcorés. Et toi, papa, cette promotion à Lyon?
Ça valait le coup de tout plaquer? Il a rougi, piqué au vif. C'était dur, Julien. Mais nécessaire. Pour nous assurer un avenir. Un avenir sans moi, ai-je glissé, et maman a étouffé un hoquet. La soirée s'est étirée en confessions avinées. Ils ont admis la liaison de maman une erreur de jeunesse tardive, a-t-elle dit, la peur de l'éclatement familial. Moi, j'étais le catalyseur involontaire, le gamin trop curieux qui avait surpris des murmures. On voulait te protéger, a ajouté papa, les mains tremblantes sur son verre. Protéger. Le mot m'a fait rire intérieurement. Protéger un enfant en le jetant à la rue? J'ai faim le pardon, les larmes aux yeux à un Oscar mérité. C'est du passé. On recommence. Mais en sortant, sous les réverbères tamisés de la rue de Grenelle, j'ai sorti mon téléphone et envoyé un texto au détective, creuse plus profond. Tout. Les jours suivants ont été un balai de retrouvailles forcées. Déjeuner au café de Flore, promenade le long de la Seine où maman me racontait Proust comme si c'était une excuse. Papa m'invitait à des matchs de foot au Parc des Princes, tentant des tapes dans le dos maladroite. Ils ignoraient que je cartographiais leur monde, les codes peints de leurs cartes, les mots de passe de leurs mets, les petites failles dans leur armure dorée. Mais la psychologie humaine est un terrain miné. La mienne, surtout. Chaque sourire qu'ils m'offraient ravivait une plaie, la solitude des Noëls sous les lumières criardes des Champs-Élysées, les amis qui s'évaporaient quand j'avouais mon petit souci familial. J'avais bâti une vie ou une compagne éphémère, un cercle de collègues respectueux, mais au fond, j'étais toujours ce gosse sous le pont, guettant l'ombre d'un parent fantôme. Un soir, seul avec maman pour un thé chez Angelina, elle a craqué. Julien, j'ai rêvé de toi toutes les nuits. Ton visage, amaigri, dans les journaux des disparus que je feuilletais en cachette. Pardonne-moi, je t'en supplie. Ses mains, veineuses, ont agrippé les miennes. J'ai serré, doucement, sentant les os fragiles sous la peau. Je pardonne, ai-je menti, et dans ma tête, le plan se précisait, pas de violence brute, non. Une destruction lente, psychologique, qui les forcerait à regarder leur reflet brisé. Car la vraie revanche, ce n'est pas le sang. C'est le miroir. L'été 2025 s'étirait paresseux, les terrasses de Paris bruissant de rire et de verre qui s'entrechoquent. De l'extérieur, notre réunion familiale semblait idyllique, dîner partagé, anecdotes sur les voyages en train pour Lyon comme si les kilomètres effaçaient les cicatrices. Mais sous la surface, c'était une danse macabre, moi le marionnettiste tirant les fils invisibles de leur culpabilité. J'ai commencé par les petites piqûres. Lors d'un brunch aux Carrettes, j'ai accidentellement laissé traîner une photo ou une Polaroid jaunie de moi à 16 ans, maigre comme un clou, dormant sur un carton près de la gare du Nord. Maman l'a vue la première, ses doigts tremblants la saisissant. Mon Dieu, Julien. C'est toi. Papa, feignant de consulter son téléphone, a pâli. Où as-tu trouvé ça? Un vieux copain de rue, ai-je répondu, haussant les épaules avec nonchalance. Il collectionnait les éperdus. Ça m'a fait rire, au début. Puis plus. Le silence qui a suivi valait tous les cris. Ils ont payé l'addition en hâte, prétextant un rendez-vous. Mais le verre était dans le fruit. Cette nuit-là, j'ai piraté leur Wi-Fi un mot de passe banal, famille 2000, et j'ai semé des miettes, des recherches Google sur syndrome d'abandon chez l'adulte, des forums de thérapie où des anonymes hurlaient leur rage contre des parents indifférents. Rien de traçable, juste assez pour qu'ils se demandent qui, dans leur bulle, grattait les murs. Papa a craqué le premier. Une semaine plus tard, au téléphone j'avais insisté pour des appels quotidiens, pour rattraper le temps, sa voix était rauque, éraillée par l'insomnie. Julien, fiston. Ces trucs sur Internet. C'est toi. Tu nous espionnes? J'ai ri, un rire léger, désarmant. Papa, tu parles comme un film d'espionnage. Non, c'est juste la vie qui te rattrape. Comme elle m'a rattrapé, sous les tentes des SDF au Champ de Mars. Il a raccroché sans un mot. Maman, elle, s'est repliée sur son cancer, ses consultations à l'hôpital Necker devenant son refuge. Lors de notre prochaine rencontre à un pique-nique au Luxembourg, sous les marronniers en fleurs, elle était spectrale, les joues creusées. Les médecins disent que le stress empire tout. Et toi, Julien? Tes histoires de rue, elles me hantent. Raconte-moi. Tout. J'ai obéi, bien sûr. Assis sur une chaise en fer forgé, face au bassin au voilier miniature, j'ai déversé le poison.
Les nuits gelées où je volais des couvertures dans les églises, les bagarres pour un bout de pain rassis, la première fois que j'ai vendu mon corps non, pas ça, pas encore, j'ai édulcoré, gardant les détails crus pour plus tard. J'ai appris à haïr, maman. Pas les autres ou le monde. Mais surtout, l'idée que des parents pouvaient abandonner leur sang. Elle pleurait ouvertement maintenant, essuyant ses larmes avec une serviette en lin. On était jeunes, idiots. Ton père. Il voulait l'ascension, et moi, je suivais. Mais toi, tu étais notre lumière, et on t'a éteinte. Lumière. Le mot m'a fait grincer des dents. Ma lumière? Celle qui brillait dans les phares des voitures qui klaxonnaient pour chasser les vagabonds comme moi? J'ai tendu la main, caressant la sienne d'un geste calculé, chargé d'électricité. C'est fini. On guérit ensemble. Mais la guérison, pour moi, était un leurre. Chez moi, tard le soir, je consultais les dossiers médicaux de maman obtenus via un contact à l'hôpital, un interne endetté qui devait une faveur. Le cancer était stable, mais fragile, un choc émotionnel pouvait tout basculer. Papa, lui, avait des antécédents cardiaques, masqués par des pilules et du déni. Parfait. J'ai accéléré. J'ai confié à papa un investissement bidon ou une start-up fictive dans l'immobilier lyonnais, promise à des rendements mirobolants. C'est mon réseau, papa. Pour nous venger des années perdues. Il a mordu, transférant 50 000 € ou une goutte dans leur ocean, mais assez pour planter le doute. Quand la start-up a fait faillite, un montage papier que j'ai orchestré avec un avocat véreux, il a appelé, furieux, « Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Julien? On t'a fait confiance. » Comme je vous ai fait confiance, à 15 ans, ai-je rétorqué, et le silence a été assourdissant. Maman, sentant la fissure, a tenté de recoller les pots. Elle m'a invité à un week-end à la campagne, dans leur maison secondaire du Luberon où une masse provençale avec piscine et vigne, achetée avec les fruits de leur sacrifice. Pour nous ressouder, a-t-elle plaidé. J'ai accepté. Le voyage en TGV était tendu, papa au téléphone avec sa banque, maman feuilletant un magazine People comme une bouée. À l'arrivée, l'air embaumait le thym et les figuiers, un paradis factice. Mais dès le premier soir, autour d'un barbecue où papa grillait des côtelettes d'agneau, j'ai lâché la bombe. J'ai une fille, ai-je menti, les yeux dans le vague. 6 ans. Mais sa mère. Elle m'a quitté, en emmenant tout. Comme vous. Le choc a été électrique. Maman a lâché sa fourchette, papa s'est étouffé avec sa bière. Une petite fille, a balbutié elle, les yeux brillants d'un espoir vorace. Oui. Mais je ne la vois pas. Trop de fantômes. J'ai laissé planer, nourrissant leur soif de rédemption. Le week-end s'est mué en confessionnal. Ils ont déballé leur vie, les regrets de Lyon, les thérapies avortées, la peur viscérale que j'apparaisse un jour, ruiné et vengeur. On t'a cherché, vraiment, a juré papa, les veines saillant sur son front. Mais les adresses changeaient, les numéros. Et puis, on s'est convaincu que tu étais mieux sans nous. Mieux. Le mot a allumé un feu en moi. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis au volet clos, j'ai fouillé leur bureau, lettres jaunies, un album photo où mon visage enfantin côtoyait des blancs béants après 15 ans. Une note manuscrite de maman, et s'il revenait? Et si on avait détruit un innocent? Innocent. J'ai ri dans le noir, un rire qui cognait contre les murs de pierre. Le lendemain, au petit déjeuner au croissant frais et confiture maison, j'ai poussé plus loin. J'ai pensé au suicide, vous savez. Sous le pont des Arts, avec les cadenas d'amour qui se moquaient de moi. Maman s'est effondrée en sanglots, papa blême comme un linge. Ils m'ont supplié de rester, de construire. Mais en rentrant à Paris, seul dans le wagon, j'ai effacé le numéro de la mère de ma fille, un burner phone jetable. Le piège se resserrait. De retour en ville, la mécanique s'emballa. Papa a perdu son investissement, et avec lui, une partie de sa confiance en soi, des disputes nocturnes filtrées par les murs minces de leur appartement. Maman, son cancer progressant sous le stress, a annulé des chimiothérapies pour passer du temps avec toi. Moi? Je les observais de loin, via des caméras discrètes installées par un hacker freelance des yeux dans leur intimité, capturant les fissures. La psychologie est une arme subtile. Ils se rongeaient, se demandant si mon pardon était sincère ou un masque. Et moi, dans mon loft du Marais, je triais les preuves, enregistrement de leurs aveux, capture d'écran de leurs doutes.
La vengeance n'était plus un rêve, c'était une équation, froide et inexorable. Bientôt, le climax. Bientôt, la chute. Automne 2025. Les feuilles des platanes jaunissaient sur les boulevards, et Paris se parait de cette mélancolie élégante qui masque les plaies urbaines. Notre trio dysfonctionnel tenait bon en surface, dîners hebdomadaires au Procope, où Voltaire avait jadis siroté son absinthe, et moi, je sirotais leur désespoir comme un apéritif. Mais les fissures s'élargissaient, béantes comme les égouts sous la ville. Papa a été le premier à plier. Un après-midi pluvieux, il m'a convoqué dans son bureau de la banque, rue de Rivoli, un sanctuaire de bois ciré et d'écran plasma. Assis derrière son desk massif, cravate desserrée, il ressemblait à un roi déchu. Julien, il faut qu'on parle. Cet investissement. C'était une arnaque, hein? Tu nous testes. J'ai croisé les jambes, feignant la surprise. Papa, tu me prends pour qui? Un vengeur de série B? C'était une erreur, point. Ses poings se sont serrés sur le buvard. Non. Depuis ton retour, tout part en vrille. Les disputes avec ta mère, mes nuits blanches. Et ces mails anonymes, avec des photos de toi gamin, dans la rue. C'est toi, avoue. Les mails. Mon œuvre, envoyée via un VPN anonyme, des clichés granuleux pour les tourmenter. J'ai penché la tête, un sourire en coin. Peut-être que le passé ne pardonne pas, papa. Peut-être que 25 ans de silence valent bien quelques cauchemars. Il s'est levé d'un bond, le visage congestionné. Espèce de petit merdeux. On t'a donné la vie, et toi, tu nous punis? Sors d'ici. Je suis parti sans un mot, mais son cri, un hurlement primal résonnait dans l'ascenseur. Ce soir-là, maman m'a appelé, voix brisée, ton père. Il a fait une alerte cardiaque. Légère, mais les médecins disent stress. Viens, Julien. Pour de vrai, cette fois. Hôpital Cochin, chambre stérile au néon blafard. Papa gisait, perfusé, un moniteur bipant comme un métronome funèbre. Maman veillait, main dans la main avec lui, un tableau pathétique de vieillesse prématurée. Il t'en veut, a-t-elle murmuré en m'asseyant au chevet. Mais il t'aime. On t'aime tous les deux. J'ai hoché la tête, serrant la main de papa froide, veineuse. Désolé, fiston, a-t-il marmonné, yeux mi-clos. On a merdé. Grave. Les mots que j'attendais depuis un quart de siècle. Mais au lieu de catharsis, c'était du sel sur la plaie. Désolé? Comme si 3 syllabes effaçaient les nuits de gel, les vols pour manger, les thérapies que j'avais payées de ma poche pour recoller les peaux fendues de mon âme. Les jours suivants, j'ai joué le fils prodigue. Bouquet de roses pour maman, livres audio pour papa au Balzac, ironiquement, pour sa convalescence. Mais en coulisses, je resserrais l'étau. J'ai contacté l'avocat de la banque, un requin que je connaissais de mes deals immobiliers, et glissé des rumeurs, irrégularités dans les comptes de papa, des prêts fictifs pour couvrir des dettes personnelles. Rien de prouvé, mais assez pour lancer une enquête interne. La panique s'est installée comme une brume, appel frénétique, nuit sans sommeil. Maman, elle, s'effritait plus vite. Son oncologue m'a confié via le même interne complice que le moral était clé, le sien chutait en chute libre. Lors d'une visite à son appartement, transformé en cocon médical avec oxymètre et pilulier, elle m'a ouvert son journal intime, relié cuir, page noircie d'encre tremblante. Lis, Julien. Comprends-moi. Je l'ai feuilleté, assis sur le lit à baldaquin, tandis qu'elle somnolait sous sédatif. Des entrées datant de 2000, comment lui dire? Julien grandit, et nous, on fuit. Lyon nous sauvera-t-elle? Puis, plus tard, pas de nouvelles. Est-il vivant? Mon Dieu, quel monstre suis-je? Les mots coulaient comme du vinaigre sur mes brûlures, regrets, oui, mais teintés d'égoïsme, de justifications alambiquées. Il était fort, il s'en sortira. Mieux sans nos disputes. Fort. J'ai refermé le journal, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Cette nuit-là, dans mon lit, j'ai rêvé d'eux, enfants eux-mêmes, courant dans un Paris en ruine, abandonnés par des fantômes plus grands. Étaient-ce de la pitié? Non. De la compréhension, peut-être, et ça rendait la haine plus pure, plus logique. Le point de non-retour est venu mi-octobre. Papa, renvoyé pour motif économique, mon coup de pouce anonyme avait porté ses fruits, a sombré dans l'alcool.
Des verres de calva solitaires dans leur salon, des reproches lancés à maman comme des grenades. Elle m'a supplié d'intervenir, ramène-le à la raison, Julien. Tu es notre encre maintenant. J'ai organisé un dîner de réconciliation chez moi, chandelles et musique de Piaf en fond au nom, je ne regrette rien, quel clin d'œil cruel. Ils sont arrivés ensemble, papa titubant légèrement, maman soutenue par une canne élégante. Le vin coulait, rouge comme le sang des vieilles rancunes. J'ai écouté leurs plaintes, la banque, le cancer, l'appartement à hypothéquer pour les soins. Puis, au dessert une tarte aux pommes croustillantes, j'ai sorti les cartes. Littéralement, un jeu de tarot, hérité d'une grand-mère occitane que je n'avais pas connue. Tirons les arcanes, ai-je proposé, voix suave. Pour voir l'avenir. Papa a ricané, amer. De la superstition? Mais maman, mystique dans sa faiblesse, a acquiescé. J'ai battu, coupé, distribué. La tour, renversée, catastrophe imminente. La mort, transformation brutale. Et pour eux, la lune, illusion, trahisons enfouies. Illusion, ai-je commenté, posant les cartes face à leur visage blême. Comme croire qu'on peut abandonner un fils et prétendre au pardon. Papa s'est levé, renversant son verre. Assez. C'est ça, ton jeu? Nous torturer jusqu'à ce qu'on craque? Oui, ai-je admis enfin, le masque tombant. Parce que vous m'avez torturé. Et le pardon? C'est pour les saints. Moi, je suis juste un survivant. Maman a gémi, un son animal. Julien. Non. On peut réparer. Réparer? J'ai ri, un rire qui ricochait contre les murs comme des éclats de verre. Trop tard. Ils sont partis en pleine nuit, un taxi les emportant sous la pluie fine. Moi, je me suis assis par terre, entouré des cartes éparpillées, et pour la première fois depuis 25 ans, j'ai pleuré. Pas de joie, pas de triomphe. De vide. La vengeance, cette amante fidèle, me laissait seul avec mes échos. Mais le poison, le vrai, n'était pas encore versé. Novembre enveloppait Paris d'un manteau gris, les jours raccourcissant comme des promesses trahies. Après le dîner fatidique, le silence s'était installé au pas, le vide paisible, mais un mur de glace, épais et impénétrable. Plus d'appels, plus de textos. Juste des ombres, papa vu titubant près de la tour Eiffel, maman aperçue à la sortie de l'hôpital, canne en main, regard perdu. J'aurais pu arrêter là. Laisser la culpabilité les ronger, comme un acide lent. Mais non, la psychologie du chasseur exige la mise à mort. J'ai passé des nuits blanches à peaufiner le plan final, un chef-d'œuvre de subtilité inspiré des drames grecs que maman adorait tant, Édipe, mais inversé, où le fils aveugle les parents. D'abord, l'appât. J'ai envoyé une lettre manuscrite à leur adresse au papier vélin, encre bleue, seau de cire pour l'élégance. Chers parents, le pardon est un article. Rencontrons-nous une dernière fois. Vendredi, 20h, chez moi. Venez seul. Julien. Pas de menace, juste une invitation empoisonnée. Ils sont venus, bien sûr. Vendredi, la pluie martelait les fenêtres comme des ongles sur un cercueil. J'avais préparé la scène, table dressée pour 3, chandelles vacillantes, un Bordeaux 1980 l'année de ma naissance, quel symbole. Et dans la cuisine, hors de vue, la fiole, un laxatif puissant mélangé à un sédatif, inodore, issu d'un contact pharmaceutique. Pas pour tuer ou pas encore. Pour briser. Ils ont franchi le seuil à 19h55, trempés, spectraux. Papa, barbe naissante et yeux injectés, un manteau froissé sur les épaules. Maman, voilée d'un châle, la canne claquant comme un reproche. Qu'est-ce que tu veux, Julien, a lancé papa d'entrée, voix rauque. Parlez. Vraiment. J'ai indiqué les sièges, servant le vin avec une révérence feinte. À la vérité. Ils ont bu, méfiants au début, puis plus librement sous le poids de l'épuisement. Le dîner a défilé, foie gras, magret de canard, fromages affinés ou des plats de leur terroir lyonnais, pour piquer la nostalgie. Et entre chaque bouchée, j'ai disséqué. Dis-moi, papa, quand as-tu su pour l'autre homme? Avant Lyon, ou après? Il a tressailli, verre en suspens. Comment? Maman l'a écrit. Dans son journal. J'ai sorti les photocopies, posées comme des bombes à fragmentation. Page 147, Paul me regarde comme Henri ne le fait plus.
Paul, c'était lui, hein? Le collègue. Maman a blêmi, tendant une main tremblante. Julien, s'il te plaît. C'était une folie passagère. Passagère, ai-je répété, savourant le mot. Comme m'abandonner? Papa a explosé, et alors? Les couples craquent. On a sauvé notre mariage en te laissant derrière. C'était le prix. Le prix. Le mot a allumé la mèche. Mon prix à moi, les rues, la faim, la rage. Vous avez gagné votre pavillon, vos dîners, et moi? J'ai gagné la haine. Les sédatifs ont commencé à agir, paupières lourdes, gestes ralentis. Maman a marmonné, on voulait te protéger de notre chaos. Protéger, ai-je craché. En me jetant au chaos total. J'ai dormi dans des poubelles, volé pour manger, vu des amis crever d'overdose sous mes yeux. Protéger? Vous m'avez condamné. Papa s'est affaissé, bafouillant, désolé. On était lâches. Lâches. Le verdict final. J'ai versé le café ou le vrai poison, un mélange maison à base de digital, subtil, fatal en dose mesurée. Pour papa, le cœur lâcherait, pour maman, une rechute cancéreuse accélérée. Buvez, ai-je dit, posant les tasses fumantes. C'est le dernier service d'un fils. Ils ont bu, hébété, les yeux vitreux. Maman a murmuré, je t'aime, Julien. Toujours. Je sais, ai-je répondu, et c'était vrai, c'est ce qui rendait tout plus cruel. Les convulsions ont commencé 1 heure plus tard. Papa d'abord, agrippant sa poitrine, un râle guttural. Maman, suivant, main sur la gorge, yeux écarquillés d'incompréhension. J'ai regardé, impassible, notant chaque spasme comme un scientifique. C'est fini, ai-je chuchoté quand leurs corps se sont immobilisés, taches sombres sur le tapis perçant. Puis, le nettoyage, gants, lingettes, un appel anonyme aux urgences pour une overdose accidentelle. Les flics concluraient au suicide familial, rongés par la culpabilité où j'avais semé les indices, pilules éparpillées, lettres de désespoir. L'aube se levait, grise et indifférente, quand j'ai fermé la porte sur le chaos. Paris s'éveillait, indifférent à mes fantômes enterrés. Décembre 2025. La neige rare saupoudrait les toits de Paris, transformant la ville en carte postale mensongère. 2 semaines après l'accident, les journaux titraient sobrement « Tragédie familiale dans le 7e, couple retrouvé mort, suicide présumé ». Les détails aux culpabilités refoulées, maladie, dettes brodées par mes fuites anonymes aux médias. Pas de suspect, pas de fils prodigue mentionné. J'étais clean, spectral. Les funérailles, à Père-Lachaise, étaient une farce grise, une poignée de collègues, un prêtre monocorde psalmodiant des promesses d'au-delà. J'ai porté le cercueil de maman, sentant le bois lisse sous mes gants noirs, tandis que papa suivait dans le sien. Pas de larmes, les miennes étaient taries depuis longtemps. Juste un vide, un écho dans la poitrine. Après, seul dans un café près du cimetière, j'ai ouvert leur testament lu par un notaire impassible la veille. Tout me revenait, l'appartement, la maison du Luberon, les comptes gonflés par des décennies de compromis. Ironie suprême, leur legs, la fortune bâtie sur mon abandon, atterrissait dans mes mains tachées. Mais l'argent? Poussière. La vraie victoire était intérieure, la boucle fermée, le cycle brisé. Pourtant, assis là, face à un expresso refroidi, la psychologie humaine, cette salope versatile m'a rattrapé. Était-ce de la vengeance, ou juste un cri primal contre l'injustice? J'avais détruit mes bourreaux, mais en moi, le gamin de 15 ans hurlait encore, pourquoi moi? Les mois suivants, j'ai vendu tout, l'appartement haussmannien à un promoteur anonyme, la masse provençale à des Anglais nostalgiques. L'argent? Donné à des foyers pour SDF, anonymement une boucle karmique, peut-être. Ma vie a repris, deal sans fusion, dîner solitaire au Meurice, une nouvelle compagne, une galeriste aux yeux verts qui ignorait mes abysses. Mais les nuits, ah, les nuits. Les rêves revenaient, non plus de rage, mais de pardon fantasmé. Maman lisant Balzac à voix haute, papa m'emmenant pêcher à la Marne. Était-ce regret? Ou juste le deuil d'un monstre que j'avais nourri? Un soir de printemps 2026, marchant le long de la Seine là où j'avais failli sauter, j'ai jeté la fiole vide dans l'eau, un éclat de verre avalé par les flots. À nous, ai-je murmuré aux lumières tremblantes. Paris, cette indifférente, continuait son ballet, touristes riant, amants s'embrassant, fantômes effacés. Vengeance accomplie, j'étais libre.
Ou du moins, c'est ce que je me racontais. Car au fond, le vrai poison n'était pas dans le café, il était en moi, éternel, incurable. Et dans cette vérité, il y avait une paix tordue, une catharsis française, logique, impitoyable, profondément humaine.